Chers confrères, chers amis du PLM, je ne prends la parole comme président du PLM que parce que j'ai été autorisé et invité par Georges Teboul, bien sûr. Il est naturel que celui qui va être tout à l'heure l'orateur éblouissant que nous connaissons déjà dirige totalement la cérémonie depuis l'introduction jusqu'à la fin. Je le dis sans ironie et sans amertume, car vous allez entendre un orateur exceptionnel que vous connaissez déjà et qui, sur tous les thèmes qu'il a déjà abordés ici, a été à la fois un pédagogue, un admirateur extraordinairement informé et, en plus, doublant la qualité de sa mémoire, de ses recherches, d'une élégance, d'éloquence tout à fait exceptionnelle. Il est constamment excellent, au point qu'il a dû demander à son coiffeur de blanchir ses cheveux pour faire croire qu'il a pris de l'âge. Georges est un ami exceptionnel et je vais lui laisser la parole. Il va nous parler de Freud. Nous connaissons tous un peu Freud. Certains d'entre nous savent qu'il est né en 1856, c'est-à-dire la même année que le maréchal Pétain. Il ne l'a pas fait exprès. Mais c'est une époque extraordinaire, puisque en 1856, Rimbaud avait 2 ans, Verlaine 12 ans. C'est l'année où Victor Hugo publiait Les Contemplations. Et donc, cette apparition dans notre univers de Freud est tout à fait marquée par ces grandes parentés illustres, et il va être dans le panthéon des grands écrivains, des grands inventeurs, des grands sorciers de l'âme, un modèle pour très longtemps. C'est ce modèle que Georges va évoquer ce soir. Merci Georges. Merci, monsieur le bâtonnier. Un hommage à Jean-Marie Burguburu aussi. Avant de commencer cette conférence, avez-vous déjà entendu la voix de Freud? Il n'y a qu'un seul enregistrement de sa voix en décembre 1938 à la BBC. Et comme je suis un technicien exécrable, j'espère que ça n'est pas une promesse de Gascon. Alors... Oui, c'est bien ce que je craignais. Alors, oui, non, mais merci. Alors, évidemment, refuser les cookies optionnels, se connecter, non. Voilà. On devrait y arriver. Non, c'est pas sûr. Alors, help. Vous êtes sur l'icône, cher technicien. Est-ce que vous pourriez réussir à faire parler cet individu? Non. Oui, ben j'y suis. Hein. C'est Facebook, oui, vous avez raison. Alors, vous voyez, non. Essayez de me mettre un peu... Ah oui, vas-y. Tiens, toi, pour un peu de technique. Oui, mets-moi sur YouTube. C'est vrai, je me suis mis bêtement sur... Tiens, Non, voilà. Tu mets enregistrement, voix Freud, il y en a qu'un. Non. Votre rasoir électrique flambant neuf arrive. Si on n'y arrive pas, j'élimine. Vous pouvez vous consacrer à autre chose. Par exemple, BBC, mais... Oui, je vais l'enlever, mais voilà. Non, c'est pas ça. Si, c'est... Non, pas ça. Non, vas-y. Ça? Non. Ça. Là, c'est là. C'est là. C'est celui-là. Ouais. I started my professional activity as an immunologist trying to bring relief
my neurotic patient, under the influence of an older friend and by my own efforts, I discovered some important new facts about the unconscious in psychic life, the role. C'est pour vous dire à quel point le dernier film sur Freud est nul. On est en décembre 1938, il a le palais dévoré par le cancer, il porte un monstre, un appareil métallique extrêmement douloureux, qui n'a rien à voir avec celui qu'on voit dans le film avec Anthony Hopkins, qui ressemble à une petite languette. Lui portait une espèce de monument historique à l'intérieur, et il aurait bien été incapable de soutenir la conversation qu'on voit dans le film, dans l'état où il était dans ces derniers jours. Je voulais quand même vous le faire écouter, lui rendre cet hommage. C'est un enregistrement unique. Maintenant, je vais commencer ma conférence. Je vais jouer les Franck Ferrand. Nous sommes le 5 juin 1938. Entendez les soupirs de la locomotive. Voyez les fumées, parce que les trains sont environnés de fumée. Entendez le bruit des freins qui crissent. Le train arrive sur le quai. Sur le quai, il y a une meute de journalistes qui sont assemblés avec ces fameux photographes. Vous savez, ceux qui ont des flashs, des flashs qui crépitent. Et puis, il y a un petit groupe qui se tient à l'écart, 3 personnes. Un garde du corps, comme tous les gardes du corps, il est très bien habillé, lui aussi en costume 3 pièces, qui a un regard très mobile. Il n'a pas l'oreillette, ça n'existe pas. Et il y a un homme beau, 47 ans. On est en juin, mais il fait 13 degrés, hein, parce que c'est le matin et il ne fera pas plus de 20 degrés dans la journée, j'ai vérifié. Et cet homme est en costume 3 pièces, avec un chapeau, comme on les porte à l'époque, avec un ruban. Bel homme. Et il a à côté de lui une femme qui est plus grande que lui encore, qui est une véritable tour, assez imposante. On ne peut pas dire qu'elle soit belle, elle a 10 ans de plus que lui. C'est pas parce qu'elle a 10 ans de plus que lui qu'elle n'est pas belle, mais elle n'a jamais été vraiment très belle d'ailleurs. Et cette femme porte un grand chapeau, une robe à fleurs, forte femme avec un nez busqué. Et puis, vous savez, ces renards noirs qu'on pose sur les épaules à l'époque, elle est là, et puis elle tient bien sa place. Et les photographes se bousculent, car une célébrité arrive, c'est Freud, évidemment. Et c'est un jour historique, car Freud a quitté définitivement la ville où il a vécu 78 ans, il est arrivé à peu près à 3 ans et demi à Vienne, il a quitté Vienne, sa ville qu'il n'aimait pas, alors qu'il était un parfait Viennois. Et pour lui, évidemment, c'est un séisme. Il est incapable de sourire, Freud, vous le connaissez. Il arrive un peu crispé. Il arrive en haut de l'escalier. Vous savez, il y a un escalier assez haut, un marchepied dans les trains assez haut. Et comme il descend parce qu'il se tient à la rampe, parce qu'il a du mal à marcher, il camoufle sa canne sur la main gauche en même temps que la rampe. Anna le soutient en catimini derrière parce qu'il ne faut pas mélanger la vie privée. Il n'a pas envie d'arriver avec sa ribambelle de famille. Il n'a pas envie d'être avec les bagages. Il arrive tout seul. Et son manteau, il a un loden, s'entrouvre et on voit son fameux costume en tweed un peu clair. Et on voit à quel point il est maigre parce que le pantalon lui arrive là et on voit bien que le gilet est un peu court. Il a ses lunettes. Il porte lui aussi un chapeau. Évidemment, cravate, chemise. Et il descend. Et il faut bien sacrifier au rite. Alors il va évidemment vers les 2 personnes qui l'accueillent, folles de joie. Qui sont ces 2 personnes? Je vais vous raconter l'histoire de ces 3 protagonistes. À titre d'illustration de la vie de Freud, qui est bien longue.
Il faudrait Elisabeth Rodinesco et Roger Dadoun réunis et je ne sais combien d'autres, et je n'ai pas la prétention de les imiter. Donc, il avance vers eux. Qui sont ces personnes? C'est la princesse Marie Bonaparte et c'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Paris, William Bullitt. Que vient faire un ambassadeur des États-Unis à Paris pour chercher Freud? En plus, tôt le matin, un dimanche, car c'est un dimanche. Curieux. Et il sourit à Marie Bonaparte, ils sont ravis. Alors, il faut revenir un petit peu sur leur vie pour comprendre ce qu'ils font là. Prenons d'abord William Bullitt. William Bullitt est né en 1891, c'est un Américain, et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il devait avoir quelque chose comme 26-27 ans lorsque le principal collaborateur du président Wilson, président des États-Unis, lui confie une mission d'une telle importance qu'elle est confondante. Cette mission, ça n'est rien moins que d'aller voir les bolcheviks qui viennent d'arriver au pouvoir en 1917 pour leur dire « Il ne faut surtout pas que vous signiez un traité de paix avec l'Allemagne. » Les Américains viennent de débarquer et ils n'ont pas envie de se taper toute l'armée allemande qui se retourne contre eux. À l'époque, ce n'est pas gagné. Et donc, il est essentiel que le second front soit maintenu à l'Est. Vous allez me dire quel rapport avec Freud, on va y arriver. C'est vrai que ça paraît très éloigné, hein. Bon. Et il arrive, les bolcheviks, couteau entre les dents, qui ont autre chose à faire. Eux, leur affaire, c'est de battre les Blancs, et pas en neige, hein, bien qu'on soit en Russie. Donc, les bolcheviks veulent faire la paix. Et ils leur arrachent le fait qu'ils vont poursuivre la guerre, qu'ils ne signeront pas de traité de paix avec l'Allemagne. Vous savez bien qu'ils vont le faire en 17 à Brest-Litovsk, peu après. Mais ils leur arrachent la promesse qu'ils ne vont pas arrêter la guerre en échange d'une reconnaissance du gouvernement bolchevique par les États-Unis. Le prix est un peu élevé quand même. Mais c'était cornélien. C'est pas mal pour un type qui a 27 ans quand même. Il retourne aux États-Unis, et là, Wilson, ça c'est très politique. Vous savez, on envoie les gens faire quelque chose, et quand ils reviennent, on leur dit « Moi, j'ai jamais voulu ça, pourquoi ?» Et on lui dit « Ben non, on veut pas. » Alors, il commence à être un peu amer. Alors, le principal collaborateur de Wilson le garde quand même dans l'équipe, et quand la paix arrive, eh bien, c'est le traité de Versailles, et avant le traité de Versailles, des négociations interminables qui vont durer bien longtemps. En réalité, il y aura plusieurs traités, il n'y a pas que le traité de Versailles, mais c'est le principal. Et Wilson s'investit dans ce traité comme personne ne l'a fait avant lui. Il va rester des mois à Versailles, il va s'impliquer, et il va établir une charte en 14 points que je vais peut-être vous épargner, dans lesquels il veut notamment la création de la SDN, etc., etc. Vous dites toujours, mais de quoi on parle là? Où est Freud? J'arrive. Et Wilson s'investit terriblement, il en fait son affaire personnelle, il néglige même les États-Unis, enfin il vit quasiment à Versailles, il fait des allers-retours, mais enfin il est là personnellement. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y a deux théories qui s'opposent pour le traité de Versailles. La première, c'est la dure, et la deuxième, c'est la molle. La molle, c'est plutôt les Anglais, la dure, c'est évidemment Clémenceau, et c'est, bizarrement, le président sud-africain Smuts qui avait envoyé un corps expéditionnaire, et ces gens-là, ils sont pour une solution dure. Qu'est-ce que c'est une solution dure? C'est de ruiner l'Allemagne. Et comment la ruine-t-on? En fait, on ne l'a jamais expliqué clairement. Ben, c'est très simple. Pour la première fois, on ne va pas se borner à exiger des réparations financières. On va dire ben, l'Allemagne va payer des pensions non seulement à ses anciens soldats, mais également aux soldats ennemis et à leurs familles. Vous imaginez le coût avec le nombre de soldats? C'est colossal. Et Wilson va trancher pour la solution dure, celle qui est ruineuse. Et il s'investit et il pèse de tout son poids pour ça. Et rentré aux États-Unis, que fait-il?
il fait campagne contre le traité qu'il a fait signer. Pas banal. On n'en a pas parlé. C'est resté un peu inconnu. Il fait campagne, il reçoit tous les gens du Congrès, il les reçoit, il fait campagne. Il ne faut pas ratifier ce traité, celui-là même qu'il a signé, qu'il a voulu, clairement, de tout son poids. La fin de l'histoire, on l'a connue il y a 3 ans, c'est pas vieux. Hein. Un livre d'un dénommé Patrick Weil, publié chez Grasset, qui s'appelle « Le président est-il devenu fou ?» Vous voyez Freud arriver là ? Vous allez voir. C'est quand même pas banal comme histoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, notre Bullitt, lui, il était pour la solution un peu molle, en disant qu'il ne faut pas trop rabaisser l'Allemagne, sinon compliqué. Il est écœuré parce qu'il voit le président qui est, pour lui, à son avis, devenu fou, et il quitte l'administration américaine, il claque la porte. Et puis, il sort de la diplomatie, et au début des années 20, il a un divorce un peu difficile, il aimait sa femme, puis il rencontre une autre femme, et puis ça va mal avec la nouvelle, alors il se pose des tas de questions que je vous épargne. Bref, il va voir Freud, William Bullitt, et il se fait psychanalyser. Et il est très content de Freud, tout le monde est content de Freud. Après, Michel Onfray va dire qu'il n'a jamais guéri personne, mais tout le monde était content de Freud et l'admirait. Et au bout d'un moment, voyant que Freud fait les choses très bien, il lui dit « Vous savez, monsieur le professeur, j'aimerais écrire un livre avec vous. » « Ah bon, sur quoi ?» Eh bien, il nous est arrivé un truc un peu spécial, c'est que notre président est devenu fou. Et j'aimerais que vous psychanalysiez le président Wilson, qui n'est plus là d'ailleurs, puisqu'on est en 28 à ce moment-là, et que vous donniez un contenu scientifique à cette étude. Et là, il y a 2 théories qui vont diverger jusqu'à il y a 3 ans. La première théorie, c'est que Freud accepte avec enthousiasme et va effectivement collaborer au livre. La deuxième théorie, c'est qu'il ne fait rien. Toujours est-il qu'en réalité, il faut quand même le dire, ils vont travailler ensemble sur ce livre et ils vont se voir souvent. Car Freud, après avoir refusé, accepte, car Bullitt a une documentation pléthorique. Il a gardé les archives de son ami, le proche de Wilson, et il dit « J'ai tous les documents, tous les témoignages, et vous avez déjà fait des psychanalyses de personnages, vous avez psychanalysé quand même Léonard de Vinci, etc., etc. » Traduit par Marie Bonaparte, j'y arriverai. Et ça intéresse Freud, parce que tout de même, psychanalyser un président des États-Unis qui est devenu fou, bon. Et il fait ce livre avec Bullitt. Et il n'y a que, à une date récente, qu'on a vu la part réelle de Freud dans ce bouquin. Car Anna, sa fille, lorsque Bullitt a fini par lui demander l'autorisation de publier le bouquin, elle n'était pas chaude. Elle a dit « Moi, je ne reconnais pas le style de mon père ». Mais que s'est-il passé ? C'est quand même assez étonnant. D'abord, le refus de Wilson de ratifier le traité a eu des conséquences absolument énormes. C'est que les États-Unis n'ont pas donné leur garantie au respect du traité. Ça veut dire que c'est une cause de la guerre de 1939. Est-ce qu'Hitler aurait osé attaquer si les Américains avaient garanti l'intégrité des frontières, ce qui était dans le traité? Mais le Parlement n'a pas ratifié. C'est une cause de la guerre de 1939. Donc on ne parle pas de n'importe quoi. Anna ne reconnaît pas ce bouquin. Et ce bouquin, il a une histoire mouvementée. Pourquoi ? Parce que personne ne sait ce qu'a fait Bullitt quand il est sur ce quai en 1938. Pourquoi ? Parce qu'en 1932, quand le livre est terminé, avec effectivement le concours de Freud, qu'est-ce qui se passe ? Roosevelt est élu. Et que fait Roosevelt ? Il appelle Bullitt et il lui dit « Vous allez être mon ambassadeur à Moscou ». On se souvient de l'ambassade. Et Bullitt est nommé ambassadeur. Dès lors, est-ce qu'il peut débiner un président
sachant que Roosevelt défend les théories de Wilson, est-ce qu'il peut publier son bouquin en 1932 comme c'était prévu? Il était prêt. Eh bien, il met le bouquin dans un placard. Et le bouquin, il va rester dans le placard jusqu'en 1966, quand il est en retraite. 1 an avant la mort de Boulit, en 1967. Avouez que l'histoire est quand même assez étonnante. Et alors, l'histoire, est-ce qu'il a écrit, pas écrit? Boulit avait égaré le manuscrit. Et en fouillant dans la bibliothèque de l'université de Yale, le chercheur découvre le bouquin. Chaque chapitre est signé par Freud. On trouve des pages manuscrites de Freud. Il s'est bien impliqué dans ce bouquin. Voilà ce qu'est venu faire William Boulit sur ce quai. Avouez que cette histoire est quand même assez extraordinaire. Elle n'est pas fréquente. Ce n'est pas du sous-roudi Nesco. C'est du produit frais. Voilà. C'est ce que j'aime. Mais on ne s'arrête pas là, parce que sur Boulit, comme il est reconnaissant à Freud, même s'il n'a pas publié son bouquin à ce moment-là, il y a une amitié. Il a pesé de tout son poids pour obtenir la sortie de Freud, et pas que de Freud, de la liste de 15 personnes qu'avait préparé Freud. Il y a sa fille, il y a son gendre, il y a son fils, il y a sa bonne, Paula Fischel, il y a le chien, il y a énormément de gens. Il y a même son docteur particulier, Max Schur, celui qui va lui faire la piqûre mortelle plus tard, car il va le suivre à Londres. Il obtient les visas. Et William Boulit pèse de tout son poids. Max Schur, au moment de partir avec Freud, il a une crise d'appendicite, il le rejoindra plus tard. Voilà pour Boulit. Marie Bonaparte, maintenant. Alors, Marie Bonaparte, c'est un personnage de roman. Sa vie est inventée, elle n'est pas réelle parce qu'un mauvais romancier ne pourrait pas faire plus. Et donc, elle est très, très symbolique dans la vie de Freud. Elle est née en 1881. Elle a donc 10 ans de plus que William Boulit. Dans une famille très particulière. Elle est la petite-fille de Lucien, vous savez, celui du Conseil des 500, Lucien Bonaparte, qui ensuite part aux États-Unis. Enfin bref, il y a toute une histoire, mais je ne vais peut-être pas vous raconter l'histoire de Napoléon. Mais vous voyez que les ramifications sont riches. Et elle a un assassin dans sa famille, Pierre, qui a été jugé parce qu'il avait tué, enfin bref. Et son père, lui, c'est un scientifique, le prince Roland. C'est un ethnologue qui est passionné par les sciences. Il est en son coin. Et au fond, il ne se serait jamais marié, parce qu'il était marié avec la science. Mais régnait la mère, une roturière, elle, qui avait la niaque. La mère de Roland, elle voulait sortir de la misère de la famille parce que ça, c'était pas bien riche tout ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va trouver une héritière. L'héritière de la société des bains de mer, des casinos de Monte-Carlo. Marie. Elle s'appelle Marie aussi. Et Marie, elle accouche de Marie en 1881 et elle est riche à millions. Et toute la fortune de Marie viendra de sa mère. Elle est riche à millions et moins d'un mois plus tard, elle meurt. Il y a même des rumeurs qui disent que c'est sa belle-mère qui l'a tuée. Vous voyez un peu la famille quand même. Hein? Bon. Elle meurt et cette pauvre Marie, elle vit sous la coupe de la grand-mère, super autoritaire, qui va lui faire une jeunesse pourrie, interdiction de sortir, interdiction de jouer. Comment celle-là, ah non, c'est pas notre milieu. Et donc elle va vivre enfermée, littéralement, Marie, avec des frustrations terribles. Et Marie, elle va hériter du goût des sciences de son père, qui ne s'intéresse pas du tout à elle. Hein. Donc elle est totalement privée d'affection. Sa grand-mère, c'est l'autorité. Le père, c'est les sciences, il s'intéresse au lapon. Il a une énorme collection d'Indiens d'Amazonie. J'ai même quelques photos qui viennent de sa collection. Et voilà, lui, c'est un homme d'études. Elle va hériter de son penchant pour les sciences, d'ailleurs. Et quand elle commence à
a émergé vers 1900. Elle va fréquenter des scientifiques, notamment un autodidacte, Gustave Le Bon, qui est un type qui sait tout sur tout. Voilà. Un peu comme le bâtonnier Charrière pour Nazel. Et donc, mais quelqu'un de qualité, hein, je ne m'en moquais pas, évidemment. Quelqu'un de grande qualité. Donc elle est entourée de gens. Et puis en plus, ils sont flattés parce que c'est la princesse Bonaparte. Elle est quand même extrêmement riche. Ils ont un palais, avenue d'Iéna. On lit beaucoup dans les biographies d'ailleurs que Freud va aller dans le palais de l'avenue d'Iéna. C'est faux, j'y viendrai. Et une espèce de palais énorme. Mais sa vie consiste à pousser les rideaux, à regarder dans la rue en disant « Mais pourquoi je ne peux pas sortir hein ?» C'est vraiment ça. Hein. C'est terrible. Terrible. Et puis elle a une formidable envie de vivre, la pauvre. Évidemment, il faut qu'elle se marie pour se sauver de ce milieu étouffant. Et puis, il y a tout ce qu'elle a dans son inconscient. On y arrivera après, parce qu'enfant, elle a vécu des choses. Et elle épouse en 1907. Évidemment, on lui a trouvé son parti. Forcément, c'est héréditaire. La grand-mère est toujours là. Hein, va rester là. Bon. Qui elle épouse Georges, prince de Grèce et de Danemark. C'est la même famille. Un homme très beau, très grand, moustache blonde. Il est blond, hein, c'est danois. Pour un prince de Grèce, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et moustache comme ça, bardé de décorations, portant l'uniforme mieux que Charles VII. Enfin, vraiment très beau. Il lui fait 2 enfants. Elle l'épouse en 1907, un enfant en 1908, 1909, un autre en 1911, et puis après, fini. Libéré des obligations militaires, le Georges. La seule passion de sa vie, c'est son oncle, dont il est éperdument amoureux, Valdemar. Dès qu'il a 20 secondes, il part au Danemark rejoindre le seul amour de sa vie, il s'en cache même pas. Il porte sur la poitrine un demi-cœur. Valdemar porte l'autre moitié. Quand Valdemar va mourir plus tard, il va réunir les 2 cœurs. Vous voyez le genre ? Voilà. Donc, les frustrations sexuelles de Marie, parce qu'il faut bien arriver à en parler, vous pouvez les imaginer ? Pas mal. Elle a une nature volcanique. Alors, elle commence à chercher. Et puis, elle ne trouve pas. D'abord parce qu'elle intimide beaucoup. Et puis elle finit par trouver quand même. Alors je vous épargne les amants du début, hein, parce qu'on n'est pas couché. Hein. Elle rencontre Aristide Briand. Aristide Briand, que ça, qui tombe amoureux d'elle, follement. Il est plus âgé qu'elle, mais il tombe amoureux d'elle. Il lui fait une cour assidue. Et elle est séduite par l'intelligence d'Aristide Briand, qui est un des plus grands esprits de l'époque. Mais il ne l'attire pas du tout, du tout, du tout. Il y a presque une répugnance. Il va mettre, pas très clair, et puis je ne suis pas non plus un journal du soir, mais il va mettre 2 ans et demi, 3 ans à coucher avec elle. Et encore, elle le fait de guerre lasse. Hein. Parce que vraiment, il a beaucoup insisté. Aucun orgasme. Je dis ça, je suis désolé, mais Stéphanie arrive au moment où je parle d'orgasme. C'est de très mauvais goût. Elle va s'imaginer quoi sur ma conférence ? Bon. Et donc, je suis désolé. Et pas de chance. Mais Marie ne va parler toute sa vie que de ça. La grande histoire de sa vie, c'est je suis frigide, l'orgasme, je cherche l'orgasme. C'est son leitmotiv. Elle va coucher avec la moitié des habitants de la Terre, sans jamais le trouver, quoi qu'elle dise dans ses lettres, publiées il y a 2 ans aussi. 3 ans, pardon. 2022, les lettres de Marie Bonaparte à Freud ont été publiées en 2022 pour la première fois, plus de 900 lettres. Pourquoi ? Parce qu'elle avait des enfants et qu'elle a dit « je ne veux pas que ça soit publié avant 2020 ». Elle est morte dans les années 60. Et alors, dans ces lettres, vous comprenez pourquoi elle n'a pas voulu les publier avant. Hein, que... Voilà. Raconte tout, mais alors tout, dans les moindres détails. On n'en peut plus, quoi. Je veux dire, 900 lettres,
C'est pour ça que j'ai arrêté de faire du divorce. Un jour, une femme est arrivée, elle m'a donné une lettre comme un pavé où elle racontait sa vie sexuelle. Et c'est ce jour-là, précisément, je me suis arrêté à la 5e page, que j'ai décidé de ne plus jamais faire de divorce. Alors, vous voyez, les 900 lettres, ça a été pour moi une souffrance. Mais bon, c'est comme ça. Alors, elle écrit plus tard, mais je raconte parce qu'elle va raconter tout ça. Et puis après brillant, parce qu'après la guerre de 14, elle n'a plus tellement envie. Lui, il commence à être un peu fatigué. Et donc, elle va trouver d'autres hommes, c'est toujours pas ça. Elle aura un grand amour qui est le docteur Jean Troisier, celui qui a soigné, etc., son père. Enfin bon. Et puis, bon, rien du tout. Et puis, elle n'en peut plus. Alors, j'abrège. Vers 1925, elle demande au docteur Laforgue, qui est... parce qu'elle connaît tout le monde. Docteur Laforgue, qui est un psy un peu baroque, un peu mal vu, mais un peu génial, et qui connaît Freud. Et elle dit au docteur Laforgue, est-ce que vous ne pourriez pas écrire au docteur Freud, parce qu'elle a toujours dans son idée, il faut que je me guérisse de mon truc. Hein. Et Laforgue, évidemment, écrit une première lettre, comme on écrit à l'époque, très honoré professeur, la princesse Marie Bonaparte, avec ses titres, serait très honorée que vous vous occupiez d'elle, etc., etc. Que fait Freud? Il ne répond pas. Voilà, c'est Freud, ça. Deuxième lettre de Laforgue. Mépris total de Freud. De toute façon, il ne tient pas en grande estime les psychanalystes français en général. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Parce que c'est une femme de tête. Elle écrit directement à Freud. Et elle a compris. Il faut savoir qu'à l'époque, la cure de Freud est classique. Qu'est-ce que c'est la cure classique? C'est pas Lacan 30 minutes. Hein. C'est je vois mes patients le matin, l'après-midi, 5 jours par semaine. C'est ça la cure classique, c'est-à-dire un job à plein temps. On ne peut pas être membre du Conseil de l'Ordre, hein, c'est pas possible. Et donc, il lui écrit avec son style très Madame la Princesse, enfin très, il respecte les formes. Que c'est pas de la rigolade, parce que c'est pour ça qu'il n'avait pas répondu. Il s'est dit c'est une caprice de riche pour qui elle prend la psychanalyse. Je suis pas un médecin forain, je fais pas par apposition des mains, elle va pas être guérie en 5 minutes. Hein. Bon. Et puis là, elle répond avec beaucoup de très vénérés maîtres, enfin c'est des formules comme ça, et elle répond très respectueuse. Ah non, j'ai prévu de venir m'installer à Vienne pendant des mois, je serai docile, je ferai ce que vous voudrez, etc. Et il lui répond, c'est du Freud. Venez le 1er octobre. On est en juin. Et elle répond, par retour, j'arrive le 30 septembre. Ça rigole pas. Et je resterai le temps qu'il faut. Et elle le fera. Parce qu'elle va rester jusqu'à Noël. Elle rentre embrasser de sa famille. Et pour autre chose, je vous dirai quoi. Et elle revient tout de suite pour la cure. C'est vraiment, elle le fait sérieux. Et il va naître quelque chose d'improbable. C'est que Freud a trouvé là, sans doute, sa disciple la plus loyale. Celle qui ne le trahira jamais. Celle en qui il aura une immense confiance. Au point que c'est elle qui va veiller à l'orthodoxie freudienne en France. Sur ce troupeau de bêtes féroces qui naviguent dans tous les sens. Elle a couché d'ailleurs avec la moitié d'entre eux, notamment Loewenstein. Bien, ça vous en doutiez un peu. Ça marche toujours pas d'ailleurs. Et donc elle fait sa cure avec Freud. Alors Freud, vous connaissez les cas, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et donc Freud, extraordinairement sérieux. Il prend ça très au sérieux. Il lui dit, je ne peux pas, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il a fait ses théories, j'en parlerai tout à l'heure, sur l'enfance, la sexualité, le refoulement, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, racontez-moi votre enfance en détail. C'est la méthode des associations d'idées, c'est-à-dire un mot qui donne un indice, et puis on fait une enquête à la Maigret pour savoir ce que ce mot peut dire en le sortant du contexte. Je parle en béotien, un psychanalyste vous parlerait plus précisément. Et Freud l'a fait parler, et elle lui dit, quand j'étais enfant, j'écrivais des cahiers, et je grattais tout ce que je pensais. D'ailleurs, j'appelais ça mes bêtises.
J'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et que fait Freud? Il dit, ça m'intéresse. Donc quand elle rentre à Noël, elle va chercher les cahiers d'enfants, elle les retrouve. Elle les amène à Freud. Et Freud se les lit entièrement, alors qu'il y en a plein. C'est long, c'est lourd, c'est des trucs d'enfants. Il lit tout. Il a fait parler, j'avance, et il découvre le poteau rose. Enfant, vous avez été témoin débats sexuels. Et alors, pourquoi? Alors, je vous passe la méthode. Évidemment, tout ça a été refoulé à mort. Évidemment, elle ne s'en souvenait pas. Et puis, peu à peu, les lueurs sortent. Elle ne s'en souvient pas vraiment, d'ailleurs. Au point qu'elle fera d'ailleurs une enquête ensuite pour vérifier si c'est vrai, parce qu'elle ne s'en souvient pas vraiment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous donne la solution parce que ça a mis du temps. Quand elle était petite, elle avait des nourrices. Elle n'avait pas de maman, son père s'en fichait. Elle avait 2 nourrices, notamment. Elle en a eu une 3e, mais qui était un peu moustachue. La première, c'était Rose, fraîche comme une rose. La 2e, pareil. Elle durait 2-3 ans. Hein. Elle avait, elle, 3-4 ans jusqu'à 8-6 ans. C'est cette période. Et les nourrices dormaient dans la même chambre qu'elle. Or, il y avait un faune dans la maison. Le frère bâtard, Pascal. Pascal, c'est lui qui s'occupait, on l'appelait chauffeur automobile. En réalité, il s'occupait des écuries, les chevaux. Et les rêves, dans ces rêves, il y a des chevaux. C'est l'un des mots indices que retient Freud. Et bref, qu'est-ce qu'il faisait? Il couchait avec les nourrices dans la chambre de l'enfant, devant l'enfant, du 3-4 ans. Quelle importance. Et là, elle est folle de joie. Elle est normale. C'est pas une tarée, c'est une victime. Pas la même chose. Elle est folle de joie de cette révélation. Et elle va vouer une reconnaissance éternelle à Freud qui ne la guérit pas du tout, car elle va rester frigide. Mais pas grave. Elle est normale. Et elle est si contente qu'elle dit à Freud, bon, écoutez, c'est très bien, maintenant il faut me trouver ce que je cherche. Alors là, quand on critique Freud, on ignore ce que c'est la misère sexuelle de l'époque, hein, parce que c'est pas triste. Elle entend parler d'une opération sur laquelle elle publie sous le pseudonyme, Jacqueline, tu connais ça par cœur, de Narjani. Évidemment, une femme ne peut pas publier sur des choses pareilles. Quand on parle de sexualité, je vous le rappelle, on dit les femmes sortent. Hein. C'est ça l'époque. Elle publie sous le pseudonyme de Narjani une opération dont elle a vaguement entendu parler. Alors je suis désolé, il faut que je vous en parle. C'est un peu dégoûtant. L'idée lumineuse dont elle a entendu parler, c'est que si les femmes ne jouissent pas, c'est parce que le clitoris est trop éloigné du vagin. Donc, il faut les rapprocher. Une intervention pour rapprocher l'un de l'autre, et puis tout s'arrange. Elle a mesuré des centaines de femmes, dit-elle, et elle trouve que le sien est trop éloigné d'1,5 centimètre. Il faut le faire. Et elle trouve à Vienne le docteur Alban, avec un H, qui, au début, dit moi, je ne la sens pas, cette opération. Hein, bon. Et puis, elle est princesse, elle est très riche, elle est ci, elle est ça. Elle lui dit mais si, il faut le faire. Et il le fait, il l'opère. Et alors là, quand je vous parle de misère sexuelle, parce qu'il faut des produits croustillants aussi, sinon vous allez dormir. Et là, je vous garantis qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, Alban, 2 jours après l'intervention? C'est vrai, hein. Il va la voir, il lui dit, il n'y a qu'un moyen de savoir si ça réussit. Elle est un peu dans les vapes, parce que c'est une opération quand même, bon. Et il le fait. Il se la saute. Incroyable. Un médecin, mais la déontologie, le conseil de l'ordre, bon, voilà. Incroyable. Et puis après, elle va écrire des trucs. Au début, elle essaie de se bercer d'illusions. Elle dit, j'ai presque ressenti un début de quelque chose. Puis après, il y en aura d'autres. Hein. Avec Troisier, ça ne marchera jamais. C'est l'amour de sa vie. Et puis d'autres, c'est des débuts de peut-être, mais en réalité rien, parce qu'on ne voit pas comment une opération pareille peut marcher quand même. Hein, parce qu'on a quand même 2-3 notions.
pour vous dire la misère de l'époque, les charlatans. Aujourd'hui, les médecins sont en général mauvais, pardon, mais ils sont quand même un peu compétents, alors qu'à l'époque, rien. Bon. Et puis, elle continue comme ça. Et là, elle devient une psychanalyste. Elle psychanalysera des gens. Elle veille sur tout le troupeau. L'école de psychanalyse française est créée un peu tard, mais un peu beaucoup avec son argent, parce que ça compte. Elle arrose un peu tout le monde, parce qu'ils ont tous besoin de sous, ces gens-là. Et puis, elle fait des rapports à Freud. Elle traduit, soi-disant, des livres de Freud. Je dis soi-disant parce qu'elle a une secrétaire qui s'appelle Anne Berman. Je la soupçonne de faire tout le boulot. Hein. Et puis, d'ailleurs, après, elle signera elle-même, Anne Berman, les traductions. Et puis, quand il y a trop de boulot, elle écrit à Freud... Oh ben Yankelevitch, je le sens pas là pour cette traduction. Il a déjà traduit quelque chose. Je préfère le docteur Audier, un Suisse qui est plutôt sérieux. Et Freud répond ah oui, prenez Audier, je déteste Yankelevitch. Bon, les lettres, hein, c'est intéressant. Et voilà. Et donc vous voyez un peu l'intimité. Alors évidemment, elle va souvent le voir. C'est une groupie. Freud n'est environné que de traîtres. Du moins, c'est ce qu'il pense, parce que c'est vrai qu'ils l'ont tous trahi. Tous, y compris les disciples les plus proches. J'y arriverai tout à l'heure. Mais elle, jamais. Alors c'est un peu une contrefaçon de Freud, ce qu'elle fait. Hein. Après la guerre, par exemple, ou pendant la guerre à Londres, elle va publier un truc, Héros et Thanatos. Bon, ça fait penser quand même à des choses de Freud. Hein. Bon. Et puis d'autres. Et puis elle continuera. Et puis, en 1955, elle va acheter les lettres de Fliss, qui était un ami très proche de Freud au début du XXe siècle. Freud ne voulait pas que ça soit publié parce qu'il avait une relation un peu limite avec ce Fliss, mais très intéressante. Et Marie s'y oppose, c'est la seule fois. Enfin, il est mort depuis longtemps, Freud, à ce moment-là. Et elle publie les lettres de Fliss qui sont admirables. Et puis, elle fait beaucoup de choses. Donc, sur le quai, revenons sur le quai, elle a vraiment... elle a sa place sur ce quai. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est princesse de Grèce, donc elle a le statut diplomatique. Elle est allée voir la Gestapo, il faut le faire, et elle négocie avec la Gestapo. Alors, petit retour en arrière très léger. L'Autriche a été envahie par Hitler dans des conditions comiques parce que c'était uniquement avec des chars qui tombaient en panne. Les routes étaient encombrées de chars en panne. L'armée, à l'époque, était de briques et de broc. Ils ont mis 3 jours à envahir l'Autriche parce que le peuple était enthousiaste, acclamait, mais les chars tombaient en panne. Bref, on va dire que c'est le 12 juin. L'Anschluss est proclamé dans la foulée. Et dès qu'ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un comité de confiscation, ils créent des administrateurs, et bien entendu, Freud est concerné. Pourquoi? Bon, d'abord, il pratique une science juive que Hitler déteste. On oublie que le Reich a créé en 1936 une école de psychanalyse qui s'inspire directement des principes de Freud. Mais sans Freud, hein, parce que, voilà. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Et on confisque juridiquement sa collection, c'est-à-dire qu'on en fait un inventaire. Évidemment, il n'en est plus propriétaire. Et on est en train de calculer combien ça coûte. Freud est un très grand collectionneur compulsif d'œuvres antiques. Il y a une dame qui dort parfaitement devant moi, je ne voudrais pas la réveiller. Donc... merveilleux. J'adorerais dormir comme ça, je suis un peu insomniaque. Et donc, il y a une collection extraordinaire, il y en a partout. On se croirait chez moi. C'est posé sur son bureau, c'est posé sur sa bibliothèque, une derrière l'autre. Et en plus, il connaît les meilleurs marchands de Vienne. Il a très très peu de faux dans sa collection, ce qui à l'époque est rare. Alors c'est des statues grecques, des statues romaines, des moulages de Gradiva qu'il est allé faire à Rome, et Dieu sait s'il a peu voyagé, parce qu'il avait horreur de l'avion. Il a voyagé qu'une fois dans sa vie pour aller à Berlin pour se faire opérer.
Et donc, il a cette collection extraordinaire. Il ne peut pas vivre sans sa collection. Déjà, il vit dans cet appartement depuis 48 ans à Vienne. 19 Berggasse, vous pouvez y aller. L'appartement est là, avec que des faux meubles qu'il n'a jamais eus. Mais on a tout remeublé. Il reste juste la plaque, le blindage de la porte croisée, et puis un étui à parapluie et un vieux chapeau. Tout le reste a été bousillé par les nazis, mais grâce à Marie Bonaparte, sa collection a pu être sauvée, car elle la rachète au Reich. Et elle paye la rançon. Et puis elle ne fait pas que ça. Hitler avait mis de côté des pièces d'or, elle les sort par la valise diplomatique, et même elle lui prend une petite statue d'Athéna en disant « si on ne réussit pas à récupérer votre collection, vous aurez au moins cette statue ». Donc, elle a vraiment aidé extraordinairement. Et avec Jones, elle a réussi à le faire sortir. Pourquoi Jones? Parce que Freud ne veut pas aller en France. Il ne parle pas français, il parle qu'anglais. Pas très bien, vous l'avez entendu, mais il parle que l'anglais. Et c'est Jones, le patron de l'école anglaise, qui obtient péniblement les visas, non seulement pour Freud, mais pour toute la tribu. Malheureusement pas pour les 4 sœurs de Freud qui vont mourir en déportation, après Freud, en 1942, Theresienstadt, Treblinka. Donc elle a joué un rôle absolument essentiel. Alors que se passe-t-il ce jour-là? Il est content. Le seul moment où il sourit, c'est quand il prend ses bagages. Il en a peu, parce qu'on n'a pas le droit de sortir grand-chose. Mais un photographe réussit à prendre un sourire de Freud. Et immédiatement, la princesse l'amène avec elle dans sa maison, qui n'est pas rue d'Iéna, ça a été vendu, qui est rue Adolphe-Yvon, dans le 16e. Alors, j'y suis allé. Il y a un immeuble années 50, assez moche. Sa maison avec jardin a été démolie. Il reste quelques photos privées de cet après-midi qu'il passe là, dans le jardin de Marie Bonaparte. Alors là, il retrouve ses enfants, il y a Ernst qui est venu de Londres, il y a Martin, il y a ses petits-enfants qui sont là. Donc, il est tout content. Il n'a pas très envie de voir les psychanalystes français qui sont sur la terrasse en train de l'observer de loin, un peu comme une bête curieuse. Et lui, il est là. J'ai vu les photos privées. Il est allongé sur une chaise longue, avec une couverture, il meurt de froid. Une casquette en tweed, il a enlevé son chapeau. Et il est tout content. Et qu'est-ce qu'il a demandé à Marie Bonaparte? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est quelque chose d'assez incroyable et de touchant. Il a dit à Marie, elle lui dit, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Il va passer 12 heures à Paris. Dès le soir, il va prendre le train qui, depuis 1936, va à Londres. Le même train. Ça veut dire que le train monte sur le bateau, vous restez dans le train et vous arrivez à Londres. À l'époque, c'est nouveau. Mais il ne bouge pas du train. Donc le soir même, il prend le train pour Londres. Et donc pendant cet après-midi, elle lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez voir les psychanalystes? Non, non, merci. Qu'est-ce que vous voulez? Et là, il fait une réponse très touchante, très émouvante. Il redevient un jeune homme. Il est mourant, hein. Il a un cancer terrible depuis 1923, un peu moins de 30 interventions chirurgicales, au même endroit, on lui a arraché à peu près la moitié de la bouche, à l'intérieur. Horrible. Il est mourant. Qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais entendre Yvette Guilbert. Avouez qu'on ne s'attend pas à ça de Freud. Qui c'est Yvette Guilbert? Quand il était étudiant chez Charcot à la Salpêtrière en 1885, il avait quand même des loisirs. On n'imagine pas Freud ayant des loisirs, mais il en avait. Il sortait, il se baladait sur les boulevards, et à l'époque, il y avait le Cafcons. Et là, il y avait une chanteuse, Yvette Guilbert, qui chantait
Vous voyez, vous imaginez, quoi. Bon. Et lui, il était comme ça, bouche bée, heureux, content. Et elle a 70 ans, elle mourra 6 ans plus tard. Elle est dans le jardin. Alors, il a un peu correspondu avec elle après la guerre de 14, parce que là, il avait une notoriété, donc il pouvait se permettre. Elle lui a répondu. Enfin, ce n'est pas des relations non plus très assidues. Elle a 70 ans et elle chante devant lui dans le jardin, que pour lui. C'est touchant. Et qu'est-ce qu'il fait? Encore mieux. À la fin, il dit à Marie Bonaparte, est-ce qu'elle accepterait de me signer une photo? Elle lui signe la photo et il va la mettre dans son bureau à Londres. Plus tard, dès qu'il arrive. Il arrive à Londres, il va à Ellsworthy Road, une petite maison. En août, on lui trouve la maison où il va vivre sa dernière année, juste un an, au 20 Maresfield Gardens. Je vous invite à y aller. Parce que à Vienne, vous ne verrez pas le divan, vous ne verrez pas les meubles, vous ne verrez pas la collection, vous ne verrez rien. Il s'installe au 20 Maresfield Gardens, nord-ouest de Londres, métro Finchley Road, j'y suis allé un certain nombre de fois, et maison en briques, jardin autour, une petite porte à l'anglaise, simple, un arrondi, vous rentrez, à droite, le bureau de Freud. Et ce bureau est intact. Vous arrivez, il y a son bureau, il y a ses lunettes posées dessus, il y a une petite cordelière qui vous empêche d'aller voler, mais il vous suffit de tendre la main si vous êtes kleptomane. Vous avez la bibliothèque à droite, et vous avez le célèbre fauteuil en forme de cœur de Freud, très reconnaissable. Vous avez le canapé avec le tapis qui n'est pas persan mais turc. Vous avez le fauteuil, etc. Il faisait très très peu de psychanalyse à la fin, hein, tout de même. Mais enfin, il avait son matos. Et évidemment, il a vécu avec la femme de sa vie, qui est Anna, sa fille. C'est la vraie femme de sa vie, c'est son amour. C'est sa disciple qui était psy pour enfants et qui a vécu là après sa mort. La mère est morte quelques années après Freud, Martha. Mina était malade depuis longtemps. Mina, c'est la sœur de Martha. Et Anna vit avec son amie, on appelait ça comme ça, Dorothy Burlingham, jusque dans les années 70. Et puis la maison s'endort. Et au début des années 90, ouvre le musée Freud. Et pourquoi le musée Freud? Parce que Anna, qui vouait un culte à son père, n'a jamais occupé le bureau de Freud. Elle consultait à l'étage. Et elle a laissé le musée. Le musée existait avant d'ouvrir. C'était la pièce. Donc allez-y, c'est merveilleux. Voilà. J'arrive au début des années 90. Je demande à voir la conservatrice. Et je lui dis, ça me ferait tellement plaisir que vous m'autorisiez à fouiller dans la bibliothèque de Freud. Je suis un malade de livres. Elle me regarde, mais on n'a pas le droit de faire ça, dit-elle dans un anglais impeccable, pas le mien, le sien. Et je lui parle un moment, et puis elle me dit, oh bon, bah d'accord alors. Elle coupe l'alarme 10 minutes, un peu embêtant parce qu'il y avait d'autres personnes. Enfin, on les a un peu écartés, et puis je fouille partout, et je vérifie ce que je veux voir, et les livres de Stefan Zweig n'étaient pas dédicacés à Freud. Où sont passés? Zweig les a dédicacés. Ils ne sont pas là, mais ils sont de l'époque, hein, je vous le garantis. Je suis frustré, je regarde la conservatrice, et je lui dis, bredouille. Elle me dit, peut-être pas. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Ah bon? Et puis elle me sort du bureau, elle m'amène derrière, c'est là où on reçoit les touristes, enfin à l'époque, puisqu'après ça a changé. Et puis il y a une toute petite pièce à côté dans laquelle il y a un meuble chinois bas, un peu comme il y avait chez mes parents, avec des incrustations, un meuble qui, voilà, vous savez, qui ferme avec une barre en métal. Je lui dis, ah bon, et alors? Elle me dit, je vais vous l'ouvrir. Elle l'ouvre, le meuble est vide, il y a juste une pile de papier à gauche, comme ça. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, ben regardez. Qu'est-ce que c'est? C'est les photos d'Edmond Engelmann. Personne ne connaît.
Qui c'est Edmond Engelmann? C'est une histoire pas mal. Je regarde ces photos et je vois mon grand-père. Ça a été pris par Edmond Engelmann, signé par lui. Il était encore vivant, il vivait à New York à l'époque. Il est mort à la fin des années 90. Je regarde ça, je dis mais c'est incroyable. Et je vois la photo de l'entrée du 19 Berggasse, l'immeuble de Freud à Vienne, avec au-dessus de la porte d'entrée le drapeau à croix gammée, parce qu'on est en avril 1938. À gauche, Kornfeld, le boucher qui a insulté Freud quand il sortait en traitant de sale juif. Kornfeld, un salopard absolu. C'est d'ailleurs à cause de lui que l'appartement a été mis à sac. Enfin bref. Et je me retrouve en 1938 avec ces photos. Je dis, mais qu'est-ce qu'elles font là? Et puis on les garde pour une exposition. Et là, renonçant à toute fierté, totalement avilie, il est très déformé par une envie horrible, je la regarde et je lui dis, accepteriez-vous de m'en vendre quelques-unes? Et elle me regarde et elle dit, je ne devrais pas. Alors, bon, je suis reparti avec 3 photos que je garde précieusement. Voilà. Et dont la photo du canapé de l'époque. Quand même extraordinaire, ce genre d'histoire. Voilà. Alors, Engelmann. Freud a clairement dit, au moment de l'Anschluss, je ne partirai pas d'ici. Il est en train de mourir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse? Il en est à sa 30e opération, il va mourir. Et donc Freud dit, moi, pas possible, je ne peux pas bouger, je suis trop mal. Et puis, les nazis arrivent et embarquent sa fille Anna, la prunelle de ses yeux. Et pendant des heures, il se fait un sang d'encre. Parce que les nazis sont intelligents. Ils ont compris que s'ils capturaient Freud, c'est un scandale international, que Freud ne bougera pas parce qu'il s'en fout, parce que... voilà. Mais sa fille, ils sont très forts, les nazis, pour ça. Hein. Et Freud, quand Anna revient complètement, évidemment, ébranlée, parce que la Gestapo n'a pas été très sympa, Freud dit, bon, bah là, on s'en va. Hein. Ça y est, on rigole plus. Donc, il alerte Jones, il alerte Bullitt, il alerte Marie Bonaparte, et il faut préparer le départ. Mais ça prend du temps. Il habite là depuis 1890. On est en 1938. L'appartement est énorme, il fait tout l'étage, il fait une quinzaine de pièces. C'est très grand. Et puis on dit, lui qui est tellement attaché à son cadre de vie, à sa collection, eh ben on va lui faire un album souvenir. Et on trouve un étudiant juif, qui n'est pas du tout photographe, qui s'appelle Edmond Engelmann, et on le fait venir dans l'appartement. Et on lui dit, tu vas tout photographier, les objets, les machins, tout, sauf Freud qui a horreur d'être pris en photo. Évidemment, avec ça, vous avez compris. Mais bon, quand tu vois Freud, tu quittes la pièce, tu t'en vas. Il n'aime pas voir les gens, il veut voir personne. Et il dit très bien. Et il commence, ça va durer des semaines, hein. Il fait ça comme bénédictin. Et un jour, il tombe nez à nez sur Freud, et évidemment, il se sauve. Et Freud lui dit, je sais ce que vous faites là. Alors, l'autre lui dit, maître, je m'en vais. Et il répond, non, demain matin, vous m'amenez ce que vous avez déjà fait, j'ai envie de voir ça. Alors l'autre arrive tout tremblant le lendemain, en lui montrant les photos. Et Freud dit, j'aime bien. Vous voulez me prendre en photo? Mais on m'a interdit, c'est pas possible. C'est moi qui vous le dis. Bon. Et il le prend en photo. Et même une, je l'ai vue, je l'ai, je crois d'ailleurs, où il est sans lunettes, ce qui est rarissime. Il a enlevé ses lunettes et il sourit comme ça. Le pauvre, avec ce qu'il a, ne peut pas sourire comme Fernandel, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et Engelmann fuit l'Autriche quelques semaines après le départ de Freud. Évidemment, il n'est pas question qu'il prenne les photos, que Freud n'a pas l'album. Il part sans l'album. Et ces photos, elles vont rester confiées à quelqu'un en Autriche et il va les retrouver après la guerre. Quand même, une chance. Entre-temps, il est à New York, il est devenu ingénieur, il n'a jamais été photographe.
Et à la fin de sa vie, en retraite, il ressort ses photos, il tire quelques tirages, il les signe, très peu. Il en envoie un peu au musée Freud, en disant il restera au moins quelque chose. Et j'en ai retrouvé à la galerie Leica à New York, qui était dirigée par Jay Dutch et Rose Dutch. Et Jay Dutch était le sosie de Freud. C'était assez rigolo. C'est un truc en boucle. Et il connaissait très bien Edmond Engelmann. Voilà, genre d'histoire. Parce que, évidemment, ma vie se mélange toujours avec ces gens-là. Alors maintenant, Freud. Alors là, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, ça va. J'ai encore un petit moment. Alors Freud, je vais vous le faire en skateboard, parce que Freud, c'est un continent. Né en 1856, comme dirait le bâtonnier Charrière-Bournazel, à Freiberg. Où est Freiberg? Personne ne le sait. Aujourd'hui, ça s'appelle Pribor, en Tchéquie. Vous me direz, on s'en fiche. C'est à l'extrême est de la Tchéquie et en fait assez proche de Cracovie. C'est-à-dire pas loin du lieu où ses sœurs ont été exterminées. Il naît d'un marchand assez riche, mais pas tellement, qui s'appelle Jacob. Et on rigole pas du tout chez les Freud. Hein. Ils sont 6 enfants. On rigole pas. C'est pas très gai. Et Freud est un garçon très, très sérieux, très... Voilà. 1881, je vous donne quelques repères. Il devient médecin et il ne s'intéresse pas du tout à la psychanalyse, vu que ça n'existe pas. Il s'intéresse à faire des coupes biologiques de poissons. Et c'est lui qui découvre, je le dis parce que ça va peut-être vous faire sourire, que les anguilles ont des testicules. Il fallait le trouver quand même. Hein. En plus, ils ne sont pas énormes. Hein. Ce n'est pas des taureaux. Hein. Alors, il fait des coupes et il s'acquiert un respect dans la communauté scientifique de l'époque, malgré son très jeune âge, pour la rigueur de son travail. Et toute sa vie, il sera dans l'idée de « je démontre ce que je trouve et j'adopte une méthode scientifique ». On a su, par ses lettres à Fliss, son ami un peu de cœur, plus tard, qu'il avait envoyé un petit manifeste à Fliss, qu'on a redécouvert bien plus tard, dans les années 50. Et dans ce manifeste, il renonce à considérer la psychanalyse comme une science exacte, ce qu'il voulait faire au départ. Donc là, on est dans les testicules d'anguille. Ça ne doit pas être très ragoûtant, soit dit en passant, mais bon. Et on le respecte. Et puis, de fil en aiguille, il passe à la neurologie, j'abrège, si on peut dire. Et puis, il entend dire qu'il y a un professeur qui travaille sur une matière nouvelle qui est l'hystérie à Paris, qui est le professeur Charcot. Bon. Alors, à l'époque, tout ça est très antipathique. Pourquoi? Parce que vous avez le grand maître, avec la nuée et la ribambelle de ses élèves, qui va faire des démonstrations sur un malade exactement comme si c'était un pantin, quoi. Voilà. Il y a des aides, bougez là, Titi est là pour qu'elle réagisse. Enfin, c'est assez déplaisant. Il y a Duchesne de Boulogne qui fait la même chose avec des expériences électriques sur les clochards à l'époque et il comprend en photo. C'est une période un peu triste. Mais Charcot est intelligent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on dit que les hystériques sont des simulatrices. Ce sont surtout des femmes. Et on ne croit pas. Parce qu'elles n'ont pas de véritables lésions. On ne voit pas. Et à l'époque, vous savez bien que les microbes, quand on ne les voit pas, ben c'est qu'ils n'existent pas. Voilà. C'est comme ça qu'un type, avant Semmelweis, a fait une thèse. Ça, c'est Céline. Et Ignace Semmelweis, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il a compris pourquoi les femmes en accouchant mouraient, parce que les médecins autopsiaient des cadavres, puis accouchaient les femmes, et on disait, pas la peine de se laver les mains. Les microbes, on ne les voyait pas. Comme c'était sur un mort, les microbes étaient morts aussi. Voilà. Et c'est la même chose là avec Charcot. Ce qu'on dit, c'est
On ne voit pas de lésions, donc c'est des simulatrices, c'est des dingues, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Et lui découvre que c'est des vraies souffrances et qu'il y a un moyen d'atténuer les souffrances de ces personnes qui ne sont pas simulées. Et les frontières entre la normalité et l'anormalité vont commencer à bouger, alors qu'auparavant, il y avait les tarés, les gens en bonne santé, avec un mur de Berlin au milieu. Et ça, c'est la jeunesse de Freud. Et puis, Freud a des discussions privées avec Charcot, dont on ne parle pas beaucoup. Et Charcot lui dit, et ça, c'est un tilt pour Freud, « Je soupçonne une cause sexuelle à tout ça ». Phrase essentielle que Charcot n'a jamais écrite, car il ne voulait pas de scandale. Et Freud se dit, mais peut-être qu'il rentre à Vienne. Et là, il y a un médecin qui s'appelle Joseph Breuer, qui lui est très, très connu, qui est plus âgé, il a 14 ans de plus que Freud, et il écrit un bouquin avec Breuer sur l'hystérie. Et là, on commence à comprendre qu'il y a des moyens de soulager ces gens. Alors, je vous le fais très vite. Ces moyens, il faut qu'on arrive à plonger dans ce qu'on va pas encore, ce qu'on commence à appeler l'inconscient. Auparavant, l'inconscient, c'est quelque chose d'inerte. Freud montre que c'est un monde vivant. C'est ça l'apport de Freud. De la même manière qu'on a dit, Freud, la science des rêves existait bien avant. J'ai des livres d'avant Freud où on étudie la signification des rêves. Avant Freud, ce sont des oracles. C'est de la prémonition, c'est la pythie. Freud, lui, c'est l'étude des tensions que nous portons en nous. Nous tous, et c'est là, on a tous des pulsions un peu bizarres. Et la frontière entre la normalité et l'anormalité va commencer à bouger. Et avec Breuer, il découvre qu'on peut faire sortir les gens d'eux-mêmes par des techniques, la première étant l'hypnose, la seconde, la cocaïne. Freud se drogue et il écrit un livre, Über Coca, sur la cocaïne. Et c'est extraordinaire parce qu'on commence à faire bouger les lignes et on commence à fouiller dans l'inconscient, cette matière vive qui échappe. Pourquoi ? Parce qu'elle est codée, cette matière. Et elle ne cesse de se cacher par des refoulements, par différentes techniques, et Freud va démonter cette montre. Il découvre, ce faisant, l'importance de la sexualité infantile. Et là, il se brouille avec Breuer. Breuer dit, là, je ne peux pas vous suivre. Puis il se brouillera avec Jung, car Freud dit, je ne veux pas que la psychanalyse soit une science juive. Alors il va prendre un Suisse pour diriger le mouvement, Jung. Ça va durer entre 1907 et 1911. Et puis Jung, lui aussi, ne va pas aimer ce côté sexuel, ça va l'énerver. Et puis Freud va étudier les rêves, la voie royale de l'inconscient. 1900. Et puis 1905. Et puis 1909, les leçons qu'il va donner aux États-Unis et qui vont, comme une traînée de poudre, ouvrir la voie. Ça va être extraordinaire. Vous vous rendez compte, dans cette Amérique où on n'a pas le droit de parler de sexe, cette Amérique pudibonde, la libération que ça va créer, tout ça en 5 leçons qu'il donne dans une université. Il n'a pas pris l'avion, il a peur, il a pris le bateau. La seule fois où il ira aux États-Unis, il crée à lui seul la science sur un continent entier. Et puis, il va travailler toute sa vie. Il va revoir ses théories. Au début, c'est les pulsions. Quelle est la pulsion ? C'est la pulsion de désir, la satisfaction des instincts. Et là, on est heureux. Et puis, après la guerre, il va changer d'avis. Il va dire, mais il n'y a pas que la pulsion de désir. Il y a la pulsion de mort, la pulsion de destruction, la lutte entre la vie et la mort. Eros et Thanatos. Et puis, pendant la guerre de 14, on fait quand même un congrès à Budapest. Et là, avec Ferenczi, l'un des émules hongrois qu'on va trouver longtemps fidèle et qui, à la fin, ne le sera plus, eh bien, il présente des travaux sur les névroses de guerre. Et on sait tous ce que c'est maintenant. C'est entré dans les mœurs. À l'époque, ça n'existe pas. À l'époque, un type qui n'est pas blessé et qui est paralysé, aveugle, avec des troubles très graves, c'est un simulateur. Eh bien non, il a une vraie maladie, il faut le faire parler, il faut le faire sortir. Et puis, c'est l'époque où il publie sur des cas. Alors, je ne veux pas vous les expliquer en détail. Il y a Dora, il y a l'homme au loup,
il y a le Mora. Et là, vous voyez l'extraordinaire misère des gens. Mais c'est abominable. Ils ont des troubles compulsifs extrêmement graves. Leur vie est un cauchemar. Ils ont des obsessions. Ils ont des psychoses très lourdes. Il y en a un là qui s'imagine, il a été terrorisé quand on lui a dit qu'il y avait un supplice chinois qui consiste à introduire des rats dans l'anus. C'est la nature humaine, c'est la souffrance. Et ce type, il vit avec ça en permanence. Et l'autre, qui a été témoin des bas sexuels, ça va être la haine du père. Et là, Freud va trouver dans son passé des explications, parce que lui, il l'a connu, le complexe d'Oedipe. C'est lui qui a créé le terme, puisqu'il aime l'Antiquité. Oui, il a été jaloux de son père et il a voulu la mort de son père. Et puis, la castration, la peur de la punition par la castration. Bref, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais il y a eu quand même des progrès. Il s'est passé des choses. Et il a réellement soulagé. Il a même fini par étudier les civilisations. Il a fini par étudier la permanence des mythes avec totem et tabou. C'est d'une énorme richesse. Et il n'a cessé de travailler jusqu'à la fin. Évidemment, il a laissé ses disciples sur le chemin. Par exemple, Ferenczi, dont je parlais à la fin des années 20, et pourtant il est resté longtemps fidèle. Que fait Ferenczi? Alors là, c'est amusant, c'est une lettre qui s'écrivent, la lettre de rupture. Ferenczi dit, moi, je pense qu'il faut soigner par l'amour. On doit être l'ami de son client, de son patient, on doit être proche. On doit l'embrasser, on doit l'entourer de ses bras, on doit lui donner de la chaleur. Et Freud lui répond, toujours un peu distant, Freud, et pourquoi pas coucher avec pendant que vous y êtes? Évidemment, il écrit ça avec ses mots, hein, c'est pas les miens. Et donc, il se moque de Ferenczi, et c'est la rupture, parce qu'il ne supporte pas, il faut garder ça. Il y a le défoulement, il y a le transfert, des mots que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Et il faut assumer le transfert. Quand un malade s'imagine qu'il est amoureux de son psy, c'est pas vrai, c'est un transfert. Or, il y en a qui tombent dans le panneau, vous n'avez qu'à lire Irving Yalom là-dessus, parce qu'il y a à boire et à manger dans tout ça. Et puis Freud va même irriguer la littérature et les arts. La peinture. Regardez des tableaux de Tanguy, regardez les tableaux de Max Ernst, regardez la stimulation de l'imaginaire. Regardez les films d'Hitchcock, La maison du docteur Edwards, avec Gregory Peck et une éblouissante Ingrid Bergman. Regardez le rideau peint avec des yeux. Regardez le rêve avec le plan incliné dans la montagne. Alors, on ne sait pas encore que c'est un accident de montagne, mais enfin, on l'imagine. Salvador Dali met en scène un rêve. Et ce n'est pas pour rien que Salvador Dali va supplier son ami Zweig, que pas tellement son ami, mais enfin Zweig est toujours un peu hypocrite. Il est toujours dans la dithyrambe, Zweig, tout en étant un homme très, très retenu. Il va supplier Zweig de rencontrer Freud, et il va rencontrer Freud. Il y a un livre abominable qui a été écrit à ce sujet il y a 2 ou 3 ans, que j'ai lu, malheureusement, où on invente tout le bouquin, l'entrevue entre Dali, Zweig et Freud. On l'invente. De la même manière qu'il y a un livre qui a été écrit sur l'entrevue entre Zweig et Bernanos. Maintenant, c'est à la mode, on l'invente. Voilà, c'est Sébastien Lapac que j'ai rencontré qui a écrit ça. On invente. Voilà, quand il y a des trous, on fait. Alors, on va trouver à gauche, à droite, on fait son marché. Ce qui est vrai, et ça, on a une preuve, c'est que quand Dali rencontre Freud à Londres, donc pas longtemps avant sa mort, il fait le portrait de Freud. Et ce portrait est poignant, c'est un dessin qu'il fait au même moment qu'il rencontre Freud. Et en fait, il dessine un mort. Freud est déjà mort dans l'esprit de Dali, on dirait une tête de mort. Vraiment. D'ailleurs, quand on l'interroge, il dira « c'est une tête de mort ». Freud a créé la psychanalyse, il a créé le surréalisme. Le surréalisme est totalement inspiré de Freud, mais d'une manière explicite. Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Robert Desnos de s'endormir sur commande et de parler. Évidemment, tout ça est du bidon. Hein. Desnos, avec ses yeux de chouette, ses yeux enfoncés. J'ai connu Dominique de Santi, qui avait rencontré en 1943 Robert Desnos sur le boulevard Saint-Michel, dans une boutique de pipes, et qui m'a parlé de Robert Desnos, son regard qu'on n'oubliait pas. Et
Robert Desnos, il s'endormait sur commande. Il avait des parents qui avaient travaillé au Hall, mais c'était quelqu'un qui avait une inventivité hors du commun. Lisez Robert Desnos, c'est merveilleux. Et Robert Desnos s'endormait sur commande et il racontait tout ce qu'on voulait. Et puis les cadavres exquis, c'est quoi? Laissez courir votre inconscient. Et puis vous finissez les dessins et laissez... Voilà. Et c'est l'écriture automatique des surréalistes. Tout ça, c'est Freud. Donc, le cinéma, la littérature, la peinture. Et puis, chose incroyable, Freud, un scientifique qui n'a toute sa vie écrit que des livres de science, il a reçu le prix Goethe, qui récompense une œuvre littéraire de qualité. Et c'est vrai qu'il écrit d'une manière souvent un peu rébarbative, mais quand même assez limpide, pour peu qu'on se donne la peine d'essayer de comprendre les termes. Alors j'ai conscience que j'ai à peine défloré le sujet, mais je me suis juré de ne pas faire 2 heures. Je pourrais faire 20 ans sur Freud, vous l'avez bien compris. Voilà. Alors, on va arriver aux derniers instants. Quand il est à Londres, Freud, qui n'est qu'un homme de travail, qu'est-ce qu'il veut? Il veut finir son dernier livre. Moïse et le monothéisme. Freud est déchiré parce que ce n'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment de dire que les Juifs n'ont pas créé le monothéisme. C'est un peu un coup de poignard dans le dos. Mais il est scientifique. Et il ne renonce jamais. Quand il a une idée, il faut aller au bout. D'où ça vient? Ça vient de son père. Jacob, quand il était jeune, il se baladait dans la rue et il croise un type qui lui balance son chapeau, qu'il jette dans le caniveau et qui lui dit « va le ramasser ». Et il raconte ça à son fils. Et Sigmund lui dit « qu'est-ce que tu as fait, papa ?» Et le père baisse la tête et dit « je l'ai ramassé ». « Il t'a fait quoi ?»« Rien. » C'est de ce jour, c'est pas moi qui le dis, hein, un certain nombre de gens, c'est de ce jour que Freud a dit « quand je pense quelque chose, je le dirai, et je n'aurai pas peur, et j'irai jusqu'au bout ». Il pense que le créateur du monothéisme, c'est Akhenaton, le pharaon hérétique, là où on est dans Black et Mortimer, hein. Aton, le disque, qui est pris Ré Atum, comme dirait Edgar P. Jacobs, mon maître en réalité. Et donc Moïse, qui c'est? C'est le créateur de la religion. Parce que c'est lui qui a fait le code, c'est lui qui a fait l'étape de la loi, parce qu'il ne croit pas beaucoup qu'il est allé chercher dans l'Himalaya, là. Et donc, avant, les Juifs, ils adoraient le veau d'or. Et puis c'est Moïse, et Moïse c'est quoi? C'est pas du tout l'enfant trouvé, c'est un Égyptien, et puis c'est tout. D'ailleurs Moïse c'est un nom égyptien. Voilà. Donc c'est ce qu'il écrit. C'est pas un sale juif, Freud. Il n'est pas croyant, mais attention, il a écrit un livre avec Albert Einstein en 1932, dont j'ai l'édition originale, où il est contre la guerre. Et tous les deux ils écrivent. Il faut une autorité supranationale pour empêcher la guerre. Et puis, il sera toujours du côté des Juifs. Donc, ce n'est pas un sale juif. Mais quand il croit quelque chose, il faut qu'il écrive, contre vents et marées. Quand il finit le livre, pas la veille de sa mort, contrairement à ce qu'on a écrit un peu avant, puisqu'il était en réalité déjà publié. Alors, c'est une histoire qui, je ne suis pas en mesure de vous la garantir, mais elle est belle. Et puis, on la lit souvent dans les bios de Freud. Je ne pense pas qu'elle est vraie à 100%. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Anna, il lui dit « Regarde-moi, j'ai fini mon dernier livre. Je n'ai plus rien à faire. J'ai plus la force d'en commencer un autre. » Et pour lui, c'est sa raison de les vivre, hein, ces livres. Il n'y en a pas d'autre. C'est un homme de science. Le cancer du larynx vient de perforer sa joue. Une odeur pestilentielle se dégage de lui. C'est presque comme dans la chambre de Balzac raconté dans Choses vues par Victor Hugo. Vous vous souvenez? Ça m'a fait penser à Victor Hugo, ton idole, que tu connais par cœur. Et là, il n'est plus en mesure
de préserver sa dignité. Et pour Freud, c'est très important parce que la souffrance, il la garde pour lui. Il est très, très courageux. Il a souffert 1000 morts. Et il dit à Anna, est-ce que tu me donnes l'autorisation de partir? Et Anna dit oui. Makchour arrive. Et dans la nuit du 23 septembre, il lui fait la piqûre de morphine qui va d'abord l'endormir, puis celle qui va le tuer. Et le 23 septembre, il s'éteint. Au même moment que la Pologne se bat pour sa liberté, puisque les armées allemandes sont en Pologne. Et donc, imaginez un peu les journaux qui vont annoncer la mort de Freud au milieu de la mort de la Pologne. Et puis, il va être, non pas enterré, mais incinéré à Londres. Et celui qui va prononcer son éloge funèbre, c'est Stefan Zweig. Alors, pourquoi j'ai regardé, ce sera ma dernière anecdote, pourquoi j'ai regardé la bibliothèque de Freud? Parce que j'ai toujours eu un soupçon, un énorme hiatus entre les lettres échangées entre Zweig et Freud, avec le style inimitable de Freud. J'en ai lu tellement. Exemple, Marie Bonaparte écrit à Freud, « Mon père ». Elle lui écrit toujours « Mon père ». Et elle finit ses lettres en disant « Je vous aime ». Que répond Freud? « Ma chère Marie, cordialement ». Ça, c'est Freud. Voilà, on ne mélange pas. Pourquoi je voulais voir ça? Parce que les relations entre Freud et Zweig sont très ambivalentes. Et Zweig a toujours professé une admiration sans borne pour Freud. Je me suis inspiré de vous. Et d'ailleurs, j'ai essayé de faire dans mes livres, je me suis inspiré de votre méthode. Zweig a écrit sur l'homosexualité, dont je n'ai pas eu le temps de parler. Freud a beaucoup travaillé sur le sujet, sans culpabiliser les gens de l'époque. Il a joué un rôle dans la déculpabilisation, ce qui est une chose nouvelle, très novatrice. Freud décomplexe les gens par la parole, c'est déjà énorme. Et qu'a fait Zweig? Une chose que Freud a détestée, ce qu'il a écrit à un tiers, pas à Zweig. Il faisait profession de s'admirer. Zweig a écrit Gesundheit, Heilung durch Gesundheit, ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Pourtant, je connaissais par cœur le titre. La guérison par l'esprit. Qu'est-ce que c'est la guérison par l'esprit? Je terminerai par là. C'est une trilogie dans laquelle il y a Freud. Qui sont les deux autres? Mesmer et Marie Becker-Eddy. Mesmer, c'est le type qui avait des baquets en bois électrifiés et il demandait à Marie-Antoinette de s'allonger dans le baquet. Il a fait le tour d'Europe. C'était une espèce, on va dire quand même, de charlatan qui est mort en Suisse au début du 19e siècle. Alors on disait que ça soulageait un peu, mais enfin c'était quand même une espèce de, comment dirais-je, de marchand forain, de guérison. Et puis la troisième était une dingue furieuse, Marie Becker-Eddy. C'est la créatrice de l'Église américaine de scientologie. Alors je respecte la scientologie, du moins en public, mais quand vous lisez la bio de Zweig, vous ne pouvez pas douter que Marie Becker-Eddy est complètement folle. Bon, ça c'est clair. Et manque de peau, la trilogie, Freud, Mesmer, Marie Becker-Eddy. Ça a ulcéré Freud. Ça a ulcéré Freud. Voilà. C'était un moyen de faire une petite connexion avec ma précédente conférence sur Zweig. Voilà, j'aime bien la cohérence. Alors pour terminer, Freud a été vilipendé, traîné plus bactère. On a dit qu'il n'avait rien créé, que sa science était fausse, que... Est-ce qu'on imagine ce que c'était avant lui? Est-ce qu'on a une idée? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens? Je ne vous ai pas décrit tous les symptômes qu'il a soignés, mais c'est quand même énorme. Des gens, mais une souffrance abominable. Je ne résiste pas au plaisir de vous parler de la bio du président Schreiber. Pardon, vous allez m'excuser. Président
de cour d'appel. Fou furieux. Fou furieux. Il a écrit son livre. Il était président de cour d'appel vers 1890. Vous lisez son livre, Autobiographie du président Schreiber. Comment peut-on être magistrat et fou? Lisez ça. Et Freud a étudié ce cas. J'en parle pas pour me moquer des magistrats, bien évidemment non. Mais pour dire à quel point il y a des détresses dans tous les milieux, y compris chez des gens très bien. Et des souffrances abominables. Je ne vais pas vous décrire les symptômes, mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là avant Freud? On se fout d'eux, on les traite de simulateurs, on les abrutit de calmants. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les calmants, c'est quelque chose. Jusque dans les années 50, où on pratique des électrochocs, quand même. C'est pas si vieux, et même 60. Et surtout, on les enferme. C'est ce qu'on a fait du président Schreiber. Et Freud, qu'est-ce qu'il dit, ces gens-là? On va les aider. C'est merveilleux d'avoir fait ça. Alors, depuis les années 60, il fut une époque où c'était très bien d'avoir son psy. C'était presque un signe extérieur de richesse. Depuis les années 60, la psychanalyse a un peu diminué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les antidépresseurs, qui ont joué un rôle très important et qui ont soulagé beaucoup de gens. Ils auraient peut-être mieux fait d'aller chez un psy, mais ils ont préféré être soulagés de cette manière-là parce que ça leur permettait de vivre avec leur souffrance. Mais qui peut aujourd'hui prétendre que la psychanalyse ne sert à rien? Voilà, j'ai fini. Très cher Georges, tout ce que je pourrais dire maintenant affadirait tes propos remarquables. Et je tiens à te dire l'admiration que j'ai pour toi, sans avoir consulté de psychanalyste. Elle est un mouvement spontané de mon âme, enrichi par tout ce que tu apportes, tout ce que tu exprimes à propos des autres, jamais à propos de toi. Un peu comme Zweig d'ailleurs, dont aucune œuvre ne parle de lui-même. Et tu mérites d'entrer au panthéon du palais littéraire et musical que je préside encore. Merci à tous d'être venus. Bonne nuit. Avant que vous partiez, allô, je vous demande une petite seconde d'attention. Et avec l'autorisation de Christian, je voudrais faire la pub pour le procès de Manouchian que nous allons jouer le 2, le 3 et le 4 octobre. Le 2 octobre, on est complet, mais le 3 et le 4, on manque de spectateurs. Et c'est un super spectacle. C'est une pièce émouvante, très belle, très bien écrite par Basile Adair. Et moi, j'ai un tout petit rôle un peu comique. Mais vraiment, la pièce est remarquable. Donc venez le 3 et le 4 octobre. Ici, on jouera ici. Tu l'as vu en plus? Je confirme ce qu'a dit Kilina. La pièce est très remarquable. Et Basile est un véritable auteur de théâtre à partir de faits réels, enjolivés. Mais venez voir la pièce.